Quelle drôle de coïncidence. Alors que le monde célèbre Halloween et que l'on joue à se faire peur entre fantômes et citrouilles, une autre scène bien plus réelle se prépare à New York. Le duel diplomatique entre l'Algérie et le Maroc prévu pour le 30 octobre a été repoussé à ce fameux 31 octobre 2025. Comme si le calendrier avait décidé de théâtraliser encore davantage cette confrontation tendue autour de l'avenir du Sahara occidental. Coïncidence troublante peut-être. Mais le fait que ce bras de fer ait lieu précisément durant cette nuit, où les frontières entre le visible et l'invisible s'effacent, laisse un goût amer. Ce n'est peut-être qu'un pur hasard, mais un hasard sacrément chargé de symboles. Ironie du sort, c'est pendant la nuit d'Halloween que l'Algérie et le Maroc ont choisi de régler leurs comptes. Oui, on pourrait presque en rire si le sujet n'était pas aussi tragique. Cette rivalité devenue chronique entre les deux géants du Maghreb ne fait plus couler de l'encre mais des larmes. Car derrière cette querelle politique se cache une fracture profonde, une blessure ouverte qui a condamné l'unité maghrébine à l'oubli. Deux nations sœurs capables ensemble de bâtir une puissance régionale préfèrent se regarder en ennemis au lieu d'unir leurs forces pour protéger leur avenir commun. Et le plus triste, c'est qu'au fond, tout le monde sait qu'elles y perdent toutes les deux. Initialement prévue pour hier, la fameuse résolution n'a finalement pas été tranchée. Elle sera soumise au vote aujourd'hui. Patience donc, car le suspense continue. Et pour les plus curieux, voici ce que dit officiellement le programme du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, rien que le programme, mais c'est déjà révélateur. Voici donc le menu du jour tel que prévu par l'agenda onusien, le sort du Sahara occidental et le mandat de la MINURSO seront débattus et soumis au vote précisément à 15h05. La journée diplomatique débutera à 10h pétante et s'achèvera à 16h30. Et devinez qui tiendra le marteau en fin de séance, la Russie, bien sûr. Car ce mois-ci, c'est Moscou qui mène la danse au Conseil de sécurité. Une présidence tournante, certes, mais qui, en ce jour précis, n'a rien d'anodin. Les choses s'annoncent pour le moins houleuses. Pourtant, avant même que les débats ne s'ouvrent, Alger jubile déjà. Oui, l'Algérie se proclame victorieuse comme si le match était déjà plié. À ses yeux, la résolution qui va être soumise tout à l'heure n'a plus grand-chose à voir avec le texte original proposé par Washington le 22 octobre. Elle aurait été vidée de sa substance pro-marocaine et réécrite de fond en comble. Fini le projet initial qui consacrait sans détour la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et verrouillait toute issue hors de l'autonomie négociée avec le Polisario. Pour Alger, cette version-là est morte et enterrée, et ça change tout, enfin en apparence. Autant dire que le rideau était déjà tombé sur le rêve d'indépendance du Sahara occidental. Dans la première mouture du texte, les dés semblaient jeter à Dieu le référendum tant attendu et bonjour le calendrier serré. Washington avait même fixé une date de péremption pour la MINURSO 31 janvier 2026, pas un jour de plus. Une façon à peine voilée de mettre la pression sur tous les acteurs impliqués, sommés de dégoter une solution express avant cette échéance. L'ONU n'aurait plus joué les prolongations et chacun devait assumer ses responsabilités FISA. Dès le départ, la première version du texte américain sonnait comme une ovation diplomatique pour Rabat. Un véritable triomphe offert sur un plateau tant elle consacrait noir sur blanc la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Un texte cousu main pour enterrer définitivement toute discussion sur une éventuelle indépendance. Et le message était clair, une fois la MINURSO pliée bagage, plus personne ne pourrait contester la légitimité du Maroc sur ce territoire. Plus de présence onusienne, plus de doute juridique. Le royaume chérifien pourrait alors clamer haut et fort que le Sahara lui appartient sans contradiction apparente. Depuis le 22 octobre, Alger n'a pas perdu une seconde. L'offensive diplomatique a été lancée à grande échelle avec pour cible chaque siège du Conseil de sécurité. Objectif : remodeler de fond en comble la résolution américaine jugée trop favorable à Rabat. Et à en croire les cercles proches du pouvoir algérien, la manœuvre aurait porté ses fruits. Car ce texte qui devait être adopté hier, mais a finalement été repoussé à aujourd'hui, a déjà muté pas une ni deux, mais 3 fois. Un premier remaniement le 28 octobre et un dernier, le plus décisif,
Écrit dans l'Urgence tard dans la nuit du 30 octobre si l'on en croit nos sources. Une réécriture nocturne qui en dit long sur les tensions en coulisses. C'est donc ce texte-là, celui de la dernière heure, que le Conseil de sécurité s'apprête à examiner aujourd'hui à 15 heures précises. Une version retravaillée, peaufinée, retouchée à plusieurs mains et que l'Algérie brandit déjà comme une victoire diplomatique. Selon Alger, elle aurait réussi l'impossible, faire reculer Washington et convaincre une partie des membres du Conseil de ne pas graver dans le marbre la suprématie du Maroc sur le Sahara occidental. En clair, dans ce bras de fer silencieux entre Rabat et Alger, chacun se proclame vainqueur, mais pour l'instant, c'est l'Algérie qui savoure le moment. Oui, nous avons mis la main sur le fameux document, la version finale de la résolution américaine. Et attention, les différences sautent aux yeux. Mais la victoire qu'Alger revendique haut et fort n'est pas aussi éclatante qu'elle le prétend. En réalité, c'est bien plus nuancé. Pas de triomphe absolu, pas de défaite totale, juste un texte plein de zones grises que chacun interprète à sa façon. Alors que contient-il vraiment 7 points, pas un de moins? On va les parcourir ensemble, un à un, et croyez-moi, chaque ligne mérite d'être décortiquée. Premier acte de ce texte, un rappel solennel de toutes les résolutions précédentes concernant le Sahara occidental, comme pour dire « rien de nouveau sous le soleil ». Puis vient le second point un peu plus diplomatique, un hommage appuyé au secrétaire général de l'ONU et à son émissaire Staffan de Mistura. L'ONU leur renouvelle sa confiance totale pour tenter une fois de plus de remettre en marche le processus politique à l'arrêt. Et pour cela, le texte appelle à la poursuite des discussions entre les 4 protagonistes incontournables, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Une belle photo de famille, sur le papier du moins. La résolution américaine met enfin les cartes sur la table. 4 acteurs, pas un de plus, sont clairement désignés comme parties prenantes du conflit, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario. Autrement dit, fini les faux-semblants, tout le monde est nommé. Et désormais, ces 4-là sont sommés de s'asseoir autour de la même table pour tenter une fois encore de trouver une sortie à cette impasse politique qui dure depuis des décennies. Une mission urgente, mais pas forcément réaliste. Troisième volet, le texte joue la carte de la conciliation. Il promet de soutenir les protagonistes dans la recherche d'une issue politique juste, durable et mutuellement acceptable, la formule magique qu'on ressort à chaque crise sans jamais vraiment la définir. Cette solution, dit-on, devra reposer sur le compromis et respecter les principes sacrés de la Charte des Nations Unies, notamment celui de l'autodétermination. Le tout assorti d'un petit rappel de l'urgence à agir comme si les décennies d'attente n'avaient pas suffi. Et bien sûr, la MINURSO est de nouveau saluée pour son rôle essentiel dans cet éternel processus de paix qui semble ne jamais aboutir. Et c'est précisément là que l'Algérie jubile. Pour elle, ce troisième point sonne comme une revanche éclatante sur le Maroc. Alger se félicite d'avoir arraché la reconnaissance d'un principe qu'elle brandit depuis toujours, celui de l'autodétermination. En clair, rien ne pourra être tranché au Sahara occidental sans que le peuple sahraoui ne passe par les urnes. C'est simple, pas de référendum, pas de légitimité. Et contrairement à ce que certains aimeraient croire, ce concept n'a pas d'alternative. L'autodétermination, c'est un vote, un vrai pas, une promesse creuse ou une négociation de salon. À moins bien sûr qu'on invente une nouvelle démocratie sans bulletin. Ce troisième point lui tire la sonnette d'alarme, il faut agir vite, trouver une issue concrète. Mais surtout, il réaffirme le rôle central de la MINURSO, un détail qui en dit long. Car si l'ONU maintient sa mission sur place, c'est bien qu'à ses yeux, le dossier du Sahara occidental reste ouvert, non réglé, et surtout, non marocain. En clair, tant que la MINURSO existe, le monde entier reconnaît qu'il s'agit toujours d'un territoire en attente de décolonisation. Une vérité diplomatique que Rabat aurait sans doute préféré voir disparaître du texte. Rien n'est encore joué malgré les reconnaissances officielles venues de Washington, Madrid, Paris, Londres et d'une poignée d'autres puissances mondiales. Le Sahara occidental n'a pas changé de statut, il n'est toujours pas marocain. Et c'est précisément sur ce flou qu'Alger a bâti sa stratégie. L'Algérie a remué ciel et terre, multiplié les démarches diplomatiques et usé de toute son influence pour forcer les membres du Conseil de sécurité à rouvrir le dossier. Et aujourd'hui, convaincue d'avoir semé le doute, elle savoure ce qu'elle présente comme une victoire politique majeure.
Mais attention, la partie n'est pas à sens unique. Car du côté marocain, on jubile aussi et pas qu'un peu. Pourquoi? À cause du fameux 4e point de la résolution. Celui-là même qui, noir sur blanc, salue le soutien de nombreux États à la proposition d'autonomie formulée par Rabat depuis le 11 avril 2007. Le texte va même plus loin, il qualifie cette autonomie placée sous souveraineté marocaine de solution la plus réalisable pour sortir de l'impasse. En d'autres termes, pour le Maroc, c'est la preuve écrite que sa vision reste la plus crédible sur la table. Et en prime, le texte salue l'engagement des membres du Conseil à faciliter les progrès. Une phrase que la presse algérienne, pourtant si bruyante depuis hier, s'est bien gardée de mentionner. Étrange, non. Car pendant qu'Alger célèbre sa prétendue victoire, la dernière mouture de la résolution américaine, elle reste fidèle à l'esprit initial maintenir le cap sur la souveraineté du Maroc et son projet d'autonomie. En clair, on a changé la forme, pas le fond, et c'est bien ce que Rabat voulait entendre. Le texte, dans sa version finale, érige l'autonomie marocaine en fondement d'une solution juste, durable et mutuellement acceptable. Une formule bien polie pour dire que selon les rédacteurs, c'est la seule voie qui tienne encore debout. On ne parle pas ici d'une idée réaliste, non mais bel et bien de la plus réalisable nuance diplomatique qui fait toute la différence. Et pour couronner le tout, la résolution félicite les membres du Conseil pour leur volonté d'accompagner ce processus comme si tout cela allait se dérouler sans accroc. Une élégance bureaucratique typiquement onusienne. Au départ, tout était limpide. La première version de la résolution américaine, datée du 22 octobre, offrait un tapis rouge au Maroc. Le texte n'y allait pas par 4 chemins, il ne parlait pas d'une simple base de discussion, mais bien de la base unique et incontestable d'une solution juste et durable. Une formulation sans ambiguïté, sans conditionnel, presque gravée dans le marbre. Autrement dit, pour Washington, à ce moment-là, l'autonomie marocaine n'était pas une option parmi d'autres, mais la seule sortie possible du conflit. Mais voilà, la nouvelle mouture change la donne. Les Américains ont mis un peu d'eau dans leur vin diplomatique. Désormais, le plan d'autonomie du Maroc n'est plus la base, mais une base. Nuance subtile mais capitale, ce n'est plus l'unique voie à suivre, seulement une possibilité parmi d'autres. En langage onusien, c'est une manière élégante de dire « oui, mais pas forcément ». Ce glissement sémantique change tout. En transformant la base en une base, le texte rebat complètement les cartes entre les défenseurs d'un Sahara marocain et les partisans de son indépendance. Désormais, rien n'est tranché, la formule reste ouverte au conditionnel comme une porte entr'ouverte vers une solution encore réalisable mais non garantie. En somme, chacun peut y voir ce qu'il veut, une victoire diplomatique ou une simple virgule dans un texte trop prudent. Et dire qu'au départ, les Américains voulaient clore le débat une bonne fois pour toutes. Dans la première version, le ton était sans équivoque, l'autonomie sous souveraineté marocaine devait être la seule issue possible. Fin du match rideau tombé. Le reste, l'Algérie, la Mauritanie, le front Polisario, n'avaient plus qu'à s'asseoir à la table pour entériner ce scénario. Une résolution écrite comme un verdict où le mot compromis n'existait même pas. D'un point de vue purement stratégique, le Maroc n'a ni triomphé ni sombré. Le match se termine sur un score nul, chacun revendiquant sa propre lecture du texte. Et il faut le reconnaître, les relais du régime algérien n'ont pas entièrement tort. Je le dis sans parti pris journaliste avant tout, je me dois d'appeler les choses par leur nom. Oui, il y a eu un recul américain, un vrai. Certes, Washington reste globalement aligné sur la position marocaine, mais la nuance est de taille. L'autonomie du Sahara occidental, jadis présentée comme la seule base de négociations solides, n'est plus aujourd'hui qu'une possibilité parmi d'autres. Le mot exclusif a disparu et avec lui, une partie de l'assurance diplomatique de Rabat. Absolument pas, il n'en est rien. Aux yeux de Washington et de ses alliés, cette option reste la plus concrète, la plus terre-à-terre. Pas de grandes utopies, pas de rêve d'indépendance irréalisable, juste une solution jugée réaliste estampillée par les chancelleries occidentales comme la voie la plus praticable. Bref, une manière élégante de dire « on s'en contente ». En réalité, tout reste au conditionnel. Cette option pourrait devenir une solution, mais rien n'indique qu'elle doive s'imposer comme la seule voie possible. C'est une base de dialogue, pas un dogme.
La résolution dans son 5e point salue d'ailleurs l'initiative de l'envoyé personnel de réunir les protagonistes autour d'une table, soulignant l'importance d'une participation sincère sans calcul politique dans la quête d'une paix durable. Le texte remercie aussi chaleureusement Washington pour sa disponibilité à accueillir les pourparlers, une formulation diplomatique qui sonne presque comme une invitation officielle. En clair, la prochaine manche de ce feuilleton saharien se jouera sur sol américain avec le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario comme acteurs principaux. Et cette fois, le rideau s'ouvre à Washington. En conclusion, le texte joue la carte de l'équilibre. Il appelle au respect du cessez-le-feu et met en garde contre toute action susceptible de torpiller le processus politique. Puis, changement de ton, la résolution exprime une profonde préoccupation face au manque de financement pour les réfugiés sahraouis, exhortant la communauté internationale à ouvrir davantage le portefeuille. En parallèle, elle relance la vieille exigence d'un recensement officiel des réfugiés. Résultat, une demi-victoire pour chacun. L'Algérie décroche un point sur le plan humanitaire puisque l'aide financière figure enfin dans le texte. Le Maroc lui marque un but administratif en obtenant la mention du recensement. 140 000 réfugiés selon Alger, à peine 80 000 selon Rabat, et au milieu de ce bras de fer statistique, l'ONU se contente d'appeler à recompter. En bout de ligne, la MINURSO décroche une rallonge, son mandat est prolongé jusqu'au 31 octobre 2026. Une année de plus, et pour Alger, c'est un triomphe. Car au départ, Rabat et Washington plaidaient pour mettre fin à la mission dès janvier 2026, avant de concéder dans une seconde version une extension minimale de 6 mois jusqu'en avril. Mais l'Algérie tenace n'a rien lâché. Et elle a gagné. Pourquoi ? Parce que chaque jour de présence de la MINURSO sur le terrain est à ses yeux une gifle au récit marocain. Si le Sahara est marocain, demandent les Algériens pourquoi une mission onusienne y patrouille encore. En prolongeant la MINURSO, Alger brandit une preuve vivante. Ce territoire reste disputé, son statut juridique flou, et toute exploitation économique y demeure de fait juridiquement fragile. Une victoire symbolique certes, mais redoutablement efficace sur le plan diplomatique. Le deuxième axe de cette résolution est clair, l'ONU réaffirme son soutien total au secrétaire général et à son envoyé personnel pour piloter les négociations tout en prenant comme point de départ la fameuse proposition d'autonomie formulée par le Maroc. L'objectif affiché, parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable dans le respect de la Charte des Nations Unies, tout en laissant la porte ouverte à toute idée constructive des autres parties. Et là, Rabat peut se frotter les mains. Car même si le texte ne fait plus de l'autonomie la seule voie possible, il la consacre tout de même comme une option réaliste et sérieuse, ce qui suffit à valider la stratégie marocaine sur la scène diplomatique. Autrefois, le débat était verrouillé. Aujourd'hui, il est rouvert, mais sur un terrain où le Maroc garde une longueur d'avance. Le troisième volet de cette résolution qui doit être soumis au vote à 15 heures trace les grandes lignes du futur dialogue. Toutes les parties sont invitées à s'asseoir à la table sans condition préalable en prenant pour point de départ la proposition d'autonomie présentée par le Maroc. L'objectif, aboutir à une solution politique définitive mutuellement acceptable et conforme aux principes d'autodétermination du peuple sahraoui. Le texte reconnaît qu'une autonomie authentique pourrait constituer une issue réaliste tout en encourageant chacun à mettre sur la table ses propres idées pour nourrir ce processus. En clair, l'autonomie marocaine est validée, soutenue et encouragée, mais pas gravée dans le marbre. Le droit du peuple sahraoui à décider de son avenir reste noir sur blanc inscrit dans le texte. Le quatrième point de la résolution joue la carte du consensus. Il appelle tous les États membres à prêter main forte à offrir leur appui logistique et diplomatique pour soutenir les efforts de l'envoyé personnel. Le cinquième lui confie au secrétaire général la mission d'informer régulièrement le Conseil de sécurité chaque fois qu'il l'estimera nécessaire et de présenter dans les 6 mois un examen stratégique sur l'avenir même de la MINURSO, un rapport censé tenir compte de l'avancement ou non des négociations. Enfin, le 6e point ferme la marche, le Conseil de sécurité demeure saisi de la question. Autrement dit, rien n'est clos. Le dossier du Sahara occidental reste sur la table onusienne et la paix, elle, toujours en suspens.
Le Maroc peut sans trop forcer revendiquer une victoire diplomatique. Après tout, son plan d'autonomie est désormais officiellement reconnu comme une base de travail réaliste et mutuellement acceptable, du moins si les Sahraouis finissent par donner leur feu vert. Pour Rabat, c'est déjà un pas de géant. Le Conseil de sécurité admet qu'une autonomie authentique pourrait représenter une issue crédible et encourage même les protagonistes à proposer des idées pour avancer dans cette direction. Mais derrière ce succès apparent se cache une nuance de taille. Le Maroc n'a pas tout gagné. Dans la première version du texte, celle d'octobre, l'indépendance sahraoui était purement et simplement rayée de la carte. Dans la version actuelle, elle refait surface discrète mais bien présente. Le droit à l'autodétermination est réaffirmé, la mission de la MINURSO prolongée. Et pour Alger, cela suffit à rappeler au monde entier que le Sahara occidental reste un territoire contesté, un dossier inachevé, où rien, absolument rien, n'est encore tranché. Autrefois, les discussions tournaient autour d'une seule piste, celle de l'autonomie proposée par le Maroc. Désormais, cette option n'est plus qu'une parmi d'autres, loin d'être la voie unique ou sacrée. Résultat, Alger jubile, Rabat s'en félicitera aussi, chacun se proclame vainqueur de son côté. Mais au fond, personne n'a vraiment gagné. Les deux puissances se sont neutralisées, figées dans une rivalité stérile. Et c'est le Maghreb tout entier qui en paie le prix. Plus fragmenté que jamais, il s'enlise dans ses divisions internes et devient sous les yeux du monde un simple échiquier où d'autres tirent les ficelles. Pendant que les grandes puissances avancent leurs pions, les peuples, eux, restent spectateurs d'un jeu dont ils ne récoltent que les pertes.